Bonsoir à tous. Dans cette nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit, je vais poursuivre avec vous la lecture Les Borgia d'Alexandre Dumas. Donc, ce livre retrace l'histoire de la famille Borgia. Donc, c'est une célèbre famille qui va dominer le Vatican et une bonne partie de l'Italie aussi d'ailleurs, dans la deuxième moitié du XVe siècle. Donc, sachez que si vous avez loupé le début de cette lecture, vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le replay. Mais reprenons tout de suite notre lecture. Je vous souhaite un très bon moment. Écrit à Constantinople, dans notre palais, le 12 septembre 1494, de la naissance du Christ. Cette lettre causa une grande joie au Saint-Père. Un secours de 4 ou 5 000 Turcs devenait insuffisant dans les circonstances où l'on se trouvait et ne pouvait que compromettre davantage le chef de la chrétienté. Tandis qu'une somme de 300 000 ducats, c'est-à-dire près d'1 million, était bonne à recevoir dans quelque circonstances que ce fût. Il est vrai que, tant que Jem vivait, Alexandre touchait une rente de 180 000 livres, ce qui représentait un viager, un capital près de 2 millions. Mais lorsqu'on a besoin d'argent, il faut savoir faire un sacrifice sur les comptes. Néanmoins, Alexandre ne prit aucune résolution décidé qu'il était à agir selon les circonstances. Mais une décision plus urgente à prendre était celle qui devait régler la façon dont il se conduisait vis-à-vis du roi de France. Il n'avait pas cru au succès des Français en Italie et, comme nous l'avons vu, avait placé toutes les bases de la grandeur future de sa famille sur son alliance avec la maison d'Aragon. Mais voilà que la maison d'Aragon était chancelante et qu'un volcan plus terrible que son Vésuve menaçait de dévorer Naples. Il fallait donc changer de politique et se rattacher au vainqueur, chose qui n'était pas facile. Charles VIII gardant au pape une profonde rancune de ce qui lui faisait refuser l'investiture qu'il avait accordée aux Aragonais. En conséquence, il envoya au roi de France le cardinal François Piccolini. Ce choix parut maladroit au premier abord, attendu que cet ambassadeur était le neveu du pape Pie II, qui avait combattu avec acharnement la maison d'Anjou. Mais Alexandre VI avait, en agissant ainsi, une arrière-pensée qui ne pouvait pénétrer ceux qui l'entouraient. En effet, il avait deviné que Charles VIII ne recevrait pas facilement son envoyé et que, dans les pourparlers qu'amènerait cette répugnance, Piccolomini se trouverait nécessairement en rapport avec les hommes qui dirigeaient les actions du jeune roi. Or, à côté de sa mission ostensible, pour Charles VIII, Piccolomini avait des instructions occultes pour ses conseillers les plus influents. Ces conseillers étaient Briconnet et Philippe de Luxembourg. Or, Piccolomini était autorisé à leur promettre à tous deux le chapeau du cardinal. Il en résulta que, comme l'avait prévu Alexandre VI, son envoyé ne put être admis en présence de Charles VIII et fut obligé de conférer à ceux qui l'entouraient. C'était ce que demandait le pape. Piccolomini revint à Rome avec le refus du roi, mais avec la parole de Briconnet, et ce pouvoir près de Charles VIII en faveur du Saint-Père et de le préparer à recevoir une nouvelle ambassade. Cependant, les Français avançaient toujours, ne s'arrêtant jamais, plus de 48 heures dans aucune ville, de sorte qu'il devenait de plus en plus urgent de décider quelque chose avec Charles VIII. Le roi était entré à Sienne et à Viterbe sans coup férir. Ivre d'Allègre et Louis de Ligny avaient reçu Ostie des mains de Colonna. Civita Vecchia et Cornetto avaient ouvert leurs portes. Les Orsini avaient fait leur soumission. Enfin, Jean Sforza, gendre du pape, s'était retiré de l'alliance aragonaise. Alexandre jugea donc que le moment était venu d'abandonner son allié et envoya vers Charles les évêques de Concordia, de Terni et Monseigneur Gratian, son confesseur. Ils étaient chargés de renouveler à Briconnet et à Philippe de Luxembourg la promesse du cardinalat et avaient plein pouvoir de négocier au nom de leur maître, soit que Charles VIII voulut bien comprendre, Alphonse II dans le traité, soit qu'il ne voulut rien signer qu'avec le pape seul.
Ils trouvèrent Charles VIII flottant entre les insinuations de Julien de la Rovere qui, témoin de la simonie du pape, insistait auprès du roi pour qu'il assemblât un concile et fit déposer le chef de l'Église, et la protection cachée que lui accordaient l'évêque du Mans et l'évêque de Saint-Malo. De sorte que le roi décidait à prendre lui-même avis des circonstances et sans rien arrêter d'avance, continua sa route, renvoyant au pape ses ambassadeurs et leur adjoignant le maréchal de J, le sénéchal de Beaucaire et Jean Gannet, premier président du Parlement de Paris. Ils étaient chargés de dire au pontife, premièrement, que le roi voulait avant toute chose être admis sans résistance à Rome, que, moyennant cette admission volontaire, franche et loyale, il respecterait l'autorité du Saint-Père et les privilèges de l'Église. Deuxièmement, que le roi désirait que Djem lui fût remis afin de s'en faire une arme contre le sultan lorsqu'il transporterait la guerre soit en Macédoine, soit en Turquie, soit en Terre Sainte. Que quant aux autres conditions, elles étaient de si peu d'importance qu'à la première conférence, elles seraient levées. Les ambassadeurs ajoutèrent que l'armée française n'était plus qu'à 2 journées de Rome et que le surlendemain au soir, Charles VIII viendrait probablement demander lui-même la réponse de sa sainteté. Il n'y avait pas à compter sur les négociations qu'un prince qui agissait d'une façon si expéditive. Alexandre VI fit donc prévenir Ferdinand qu'il eût à quitter Rome le plus tôt possible, dans l'intérêt de sa propre sûreté. Mais Ferdinand ne voulut entendre à rien et déclara qu'il ne sortirait pas à une porte que lorsque Charles VIII entrerait par l'autre. Au reste de son séjour ne fut pas long. Le surlendemain, vers 11h du matin, une sentinelle qu'on avait placée en vedette en haut du château Saint-Ange, où s'était retiré le pape, cria qu'elle voyait apparaître à l'horizon l'avant-garde ennemie. Aussitôt, Alexandre et le duc de Calabre montèrent sur la terrasse qui domine la forteresse et s'assurèrent par leurs propres yeux que le soldat avait dit la vérité. Alors, seulement le duc de Calabre monta le cheval et, comme il l'avait dit, sortit par la porte de San Sebastiano au moment même où l'avant-garde française faisait halte à 500 pas de la porte du peuple. C'était le 31 décembre 1494. À 3h de l'après-midi, toute l'armée étant arrivée, l'avant-garde se remit en marche, tambour battant et enseigne déployée. Elle était, dit Paul Jove, témoin oculaire, livre 2, page 41 de son histoire. Elle était composée de Suisses et d'Allemands, aux habits courts, collants et de couleurs variées. Ils étaient armés d'épées courtes et acérées comme celles des anciens Romains, et portaient de lances de bois, de frênes de 10 pieds de long, dont le fer était étroit et aigu. Un quart seulement avait eu lieu de lances, des hallebardes, dont le fer était taillé en forme de hache et surmonté d'une pointe à 4 angles, et dont il se servait, frappant également du tranchant et de la pointe. Le premier rang de chaque bataillon portait des casques et des cuirasses qui défendaient la tête et couvraient la poitrine, de sorte que lorsque leurs soldats étaient en bataille, ils présentaient à leurs ennemis un triple rang de pointes de fer, qui s'abaissaient ou se relevaient comme des lances d'un porc-épic. À chaque millier de soldats était attachée une compagnie de 100 fusiliers. Quant au chef, il portait pour se distinguer de leurs soldats de hauts plumets sur leurs casques. Après l'infanterie suisse, venaient les arbalétiers. Ils étaient 5000, portant un costume très simple, qui contrastait avec le riche vêtement des Suisses, dont le plus petit les eût dépassés de toute la tête. Au reste, excellents soldats, pleins de légèreté et de courage, et réputés surtout par la promptitude avec laquelle ils tendaient et tiraient leurs arbalètes de fer. Derrière eux venait la cavalerie, c'est-à-dire la fleur de la noblesse française, avec ses casques et ses colliers dorés, de surcot, de velours, de soie, ses épées dont chacun avait le nom, ses écus dont chacun représentait un domaine, ses couleurs dont chacune signifiait une passion. Outre ces armes défensives, chaque cavalier portait à la main, comme des gendarmes italiens,
une lance avec une pointe striée et solide, et où l'arçon de la selle une masse d'armes taillées en côte ou garnies de pointes, leurs chevaux étaient grands et vigoureux. Mais selon l'usage français, on leur avait coupé la queue et les oreilles. Ces chevaux, au contraire de ceux des gendarmes italiens, ne portaient point de caparaçon de cuir bouilli, ce qui les faisait plus exposés au coup. Chaque chevalier était suivi de 3 chevaux, le premier monté par un page armé comme lui, et les 2 autres par les écuyers, dont on appelait auxiliaires latéraux, de ceux que dans la mêlée, ils combattaient à droite et à gauche de leur chef. Cette troupe était non seulement la plus magnifique, mais encore la plus considérable de l'armée, car comme il y avait 2500 chevaliers, les 3 serviteurs qui suivaient chacun d'eux formaient avec eux un total de 10 000 hommes. 5000 chevaux légers venaient ensuite, portant de grands arcs de bois, et comme les archers anglais, lançant au loin de longues flèches. Ils étaient d'un grand secours dans les batailles, car, se portant rapidement où l'on avait besoin de secours, ils pouvaient voler en un instant d'une aile à l'autre et de l'arrière-garde à l'avant-garde, puis, leurs trousses épuisées, repartir au grand galop, sans que l'infanterie ni la grosse cavalerie les puissent suivre. Leurs armes défensives étaient le casque et une demi-cuirasse. Quelques-uns portaient en outre une lance courte pour en clouer en terre les ennemis renversés. Tous avaient de longs manteaux ornés d'aiguillettes et de plaques d'argent, au milieu desquels brillaient les armoiries de leurs chefs. Enfin venait l'escorte du jeune roi, 400 archers, parmi lesquels 100 Écossais formaient la haie, tandis que 200 chevaliers choisis parmi les plus illustres marchaient à pied à côté du prince, portant sur leurs épaules de pesantes masses d'armes. Au milieu de cette magnifique escorte s'avançait Charles VIII, couvert, ainsi que son cheval, d'une splendide armure. À sa droite et à sa gauche marchait le cardinal Ascagne Sforza, frère du duc de Milan, et le cardinal Julien de la Rovere, dont nous avons déjà si souvent parlé et qui fut depuis Jules II. Les cardinaux Colonna et Savelli les suivaient immédiatement, et derrière eux Prosper et Fabrice Colonna, ainsi que tous les princes et généraux italiens qui s'étaient réunis à la fortune du vainqueur et qui marchaient, entremêlés, avec les grands seigneurs de France. Depuis longtemps, la foule amassée pour voir tous les soldats ultramontains, si nouveaux et si étranges pour elle, écoutait avec inquiétude un bruit sourd qui allait se rapprochant et qui semblait le roulement du tonnerre. Bientôt la terre sembla trembler, les vitres des croisées frémirent, et derrière l'escorte du roi, on vit s'avancer accroupis et bondissant sur leurs affûts 36 canons de bronze, traînés chacun par 6 forts chevaux. La longueur de ces canons était de 8 pieds. Et comme leur ouverture était assez large pour qu'un homme y pût passer la tête, on estima que chacune de ces machines terribles, presque inconnues encore aux Italiens, devait peser à peu près 6000 livres. Après les canons venaient des coulevrines longues de 16 pieds et des fouconneaux dont le plus petit lançait des boulets de la grosseur d'une grenade. Cette artillerie formidable terminait la marche et formait l'arrière-garde de l'armée française. Il y avait 6 heures que la tête avait déjà pénétré dans la ville lorsqu'elle y entra à son tour, et comme il faisait nuit, et que sur 6 artilleurs il y avait un homme qui portait une torche, cette illumination donnait encore aux objets qu'elle éclairait un caractère plus sombre que n'eût fait la lumière du soleil. Le jeune roi alla se loger au palais de Venise, ayant toute cette artillerie braquée sur la place et dans les rues environnantes. Quant au reste de l'armée, elle se répandit par la ville. Le même soir, on apporta au roi de France, plus encore pour lui faire honneur que pour le tranquilliser sur sa sûreté, les clés de Rome et celles de la porte du jardin du Belvédère. Même chose, au reste, avait été faite pour le duc de Calabre. Le pape s'était, comme nous l'avons dit, retiré au château Saint-Ange avec 6 cardinaux seulement. De sorte que, dès le lendemain de son arrivée, le jeune roi se trouvera autour de lui une cour bien autrement brillante que celle du chef de l'Église. Alors se fut remise
de nouveau en question la convocation d'un concile, qui, convainquant Alexandre de Simonie, procéderait à sa déposition, mais les principaux conseillers du roi, gagnés comme nous l'avons dit, firent observer que c'était un mauvais moment pour soulever un nouveau schisme dans l'Église, que celui qu'on l'on se préparait à marcher contre les infidèles. Comme c'était l'opinion intérieure du roi, on n'eut pas grand-peine à le convaincre, et il fut décidé que l'on traiterait avec sa sainteté. Cependant, les négociations à peine commencées faillirent être rompues. Car la première chose que demanda Charles VIII fut la remise du château Saint-Ange, tandis que, voyant dans ce château sa seule sûreté, c'était de son côté la dernière chose que le pape voulait accorder. 200 fois dans son impatience juvénile, Charles VIII voulut enlever de force ce qu'on ne voulut pas lui céder de bonne volonté et fit braquer ses canons sur la demeure du Saint-Père. Mais celui-ci resta insensible à ces démonstrations. Et cette fois, ce fut tout obstiné qu'il était le roi de France, qui céda. On laissa donc de côté cet article, et l'on convint des conditions suivantes. Il devait y avoir, entre Sa Majesté le roi de France et le Saint-Père, à compter de cette heure, sincère amitié et ferme alliance. En attendant la conquête définitive du royaume de Naples, le roi de France occuperait, pour l'avantage et la communauté de ses armes, les forteresses de Civitavecchia, de Tarracine et de Spolète. Enfin, le cardinal Valentino, c'est ainsi que l'on nommait César Borgia de son archevêché de Valence, suivrait le roi Charles VIII en qualité de légat apostolique, ou plutôt d'otage. Ces conditions arrêtées, on régla le cérémonial de l'entrevue. Le roi Charles VIII quitta le palais de Venise et vint habiter au Vatican. À une heure convenue, il entra par la porte du jardin, attenant au palais, tandis que le pape, qui n'avait pas quitté le château Saint-Ange, grâce au corridor qui communique d'un palais à l'autre, descendait par une porte dans le même jardin. Il résulta de cet arrangement jusqu'au bout d'un instant, le roi aperçut le pape et s'agenouilla une première fois. Mais le pape fit semblant de ne pas le voir, de sorte que le roi fit quelques pas encore et s'agenouilla une seconde fois. Comme en ce moment sa sainteté était masquée par un massif, ce lui fut encore une nouvelle excuse. De sorte que le roi, accomplissant le cérémonial entier, se releva encore et faisant de nouveau quelques pas, alla s'agenouiller une troisième fois en face du Saint-Père, qu'il aperçut enfin, et, marchant à lui comme pour empêcher le roi de se mettre à genoux, ôta sa barrette et, le pressant entre ses bras, le releva, l'embrassa tendrement sur le front, et ne voulut pas se recouvrir que le roi lui-même n'eût mis sa toque sur sa tête. Ce à quoi le pape l'aida de ses propres mains. Alors, étant resté un instant debout et ayant échangé quelques paroles de courtoisie et d'amitié, le roi supplia instantanément sa sainteté de vouloir bien agréger au sacre collège Guillaume Briconnet, élève de Saint-Malo, comme c'était chose convenue d'avance entre ce prélat et sa sainteté. Alexandre voulut avoir le mérite d'accorder promptement ce qui lui était demandé et ordonna à l'instant même à l'un de ses serviteurs d'aller chercher son fils, le cardinal Valentin, une cape et un manteau. Prenant alors le roi de France par la main, le pape le conduisait dans la salle du perroquet, où devait se faire la cérémonie de réception du nouveau cardinal. Quant à l'acte solennel du serment et d'obéissance que devait prêter Charles VIII, à sa sainteté comme au chef suprême de l'Église chrétienne, il fut remis au surlendemain. Ce jour solennel arrivé, tout ce que Rome avait de puissant dans sa noblesse, dans le clergé, dans les armes, se rassembla autour de sa sainteté. Charles VIII, de son côté, s'avança vers le Vatican avec une suite splendide de princes, de prélats et de capitaines. Au seuil du palais, il trouva 4 cardinaux qui étaient venus au-devant de lui. 2 se placèrent à ses côtés, les 2 autres derrière lui. Et tout son cortège suivant immédiatement,
ils traversèrent une longue file d'appartements pleins de gardes et de serviteurs et arrivèrent enfin dans la salle de réception où le roi était assis sur son trône, ayant derrière lui son fils César Borgia. Arrivé à la porte, le roi de France commença d'accomplir le cérémonial habituel. Et étant passé des génuflexions au baisement de pied, de la main et du front, se tint debout, tandis que le premier président du Parlement de Paris, faisant à son tour quelques pas, dit à la voix haute : « Très Saint-Père, voici mon roi, tout disposé à prêter votre sainteté le serment d'obéissance qu'il lui doit. Mais il est d'usage en France que celui qui offre à son seigneur son vasselage en reçoive en échange les grâces qu'il lui demande. En conséquence, Sa Majesté, tout en s'engageant de son côté à user vis-à-vis de votre sainteté d'une munificence du plus grande encore que votre sainteté, n'aura usé vis-à-vis d'elle, vient la supplier instamment de lui accorder 3 faveurs. Ces 3 faveurs sont d'abord la confirmation des privilèges déjà accordés au roi lui-même, à la reine, son épouse, et au dauphin, son fils. Ensuite, l'investiture, pour lui et ses successeurs, du royaume de Naples. Enfin, la remise entre ses mains de la personne du sultan Cem, frère de l'empereur des Turcs. À ce discours, le pape demeura un instant stupéfait, car il ne s'attendait pas à ces 3 demandes, que, de son côté, Charles VIII n'avait faites si publiquement que, pour lui ôter tout moyen de lui refuser, mais, reprenant aussitôt sa présence d'esprit, il répondit au roi qu'il confirmerait volontiers les privilèges accordés à la Maison de France par ses prédécesseurs, et que par conséquent, il pouvait considérer cette première demande comme accordée, que quant à l'investiture du royaume, c'était une affaire à délibérer dans le conseil des cardinaux, mais qu'il ferait auprès d'eux tout son possible pour qu'ils accédassent à ses désirs. Enfin, pour ce qui regardait le frère du sultan, il remettait à un temps plus opportun de discuter de la chose avec le Sacré Collège, affirmant que comme cette remise ne pouvait être qu'utile au bien de la chrétienté, puisqu'elle n'était demandée dans le but de rendre le succès d'une croisade plus certain, ce ne serait pas sa faute si sur ce point encore, le roi n'était point satisfait. Après cette réponse, Charles VIII s'inclina en signe qu'il était content. Et, étant demeuré debout et découvert en face du pape, le premier président reprit la parole en ces termes. « Très Saint-Père, c'est une antique coutume des rois chrétiens, et particulièrement des rois très chrétiens, de signifier par le moyen de leurs ambassadeurs le respect qu'ils professent pour le Saint-Siège et les souverains pontifes que la providence divine y élève, mais le roi très chrétien, ayant eu le désir de visiter le tombeau des saints apôtres, a voulu non par ambassadeur, non par délégué, mais par lui-même, payer cette dette religieuse qu'il garde comme sacrée. C'est pourquoi, très Saint-Père, Sa Majesté le roi de France vous reconnaît pour le véritable vicaire du Christ, pour le légitime successeur des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, et vous promet et jure cette foi filiale et respectueuse, que les rois ses prédécesseurs sont accoutumés de vous promettre et de vous jurer. » Et voilà, c'est ainsi, j'ai du mal à parler, que s'achève notre émission. Mais retrouvez-nous très vite dans la prochaine. En attendant, je vous souhaite une très bonne nuit à ceux qui se couchent et une très bonne journée à ceux qui la commencent. À très vite.